eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana eye. Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Pau Mukunzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Avec un invité, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine. On les met sur la table pour tenter d'en débattre. Vous le savez, l'actualité reste dominée par le tout dernier message des évêques catholiques. Ils parlent un peu d'obscurité par rapport à l'amélioration des conditions de la population. Ils mettent le cap pour les élections de 2023 et indiquent qu'on ne doit pas reporter ces élections. Une réponse musclée qu'on attribue à la présidence est tombée. On en parle dans cette émission. On reviendra sur l'élection au niveau de la Chambre du Parlement, le Sénat, avec des candidatures qui ont d'une certaine manière posé problème au niveau de l'opinion. Je parle notamment de la candidature de Carole Aguito. On reviendra aussi, on terminera par les consultations avec le Premier ministre qui a consulté. On attend le gouvernement, quelle mouture, quel profil. Pour en parler, un invité que vous avez l'habitude de suivre dans cette émission, Patrick Yalé. Monsieur Yalé, bonjour. Bonjour Perrault. Journaliste, éditorialiste, polémiste, tshisekédiste. Bon, je préfère que vous vous arrêtiez à éditorialiste polémiste. Non, mais on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire les débats. Ici, vous vous êtes déjà défendu largement là-dessus. Et j'aime toujours quand vous vous assumez en disant que vous êtes un défenseur du régime de M. Tshisekedi. Non, 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 non. Il ne faut pas présenter les choses de manière aussi édulcorée. Je préfère qu'on aille à l'essentiel parce que là, on va refaire le match. Et je me suis déjà largement expliqué, étendu sur la question. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je suis sur ce plateau... Ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'il y a des internautes qui nous prennent aujourd'hui pour la première fois. Il faut qu'ils aient l'idée sur la personne que la chaîne reçoit. Mais c'est pas grave. Si vous êtes mal à l'aise qu'on vous présente comme un pote Tshisekedi... Non, je ne suis pas mal à l'aise. Mais du point de vue, je dirais, de l'éthique, même ceux ailleurs, j'ai déjà donné l'exemple, je peux donner un contre-exemple aussi de monsieur Edith Pléniel, qui est de l'extrême gauche, dont les idées sont connues. L'homme de Mediapart. L'homme de Mediapart. Mais on ne le présentera jamais comme quelqu'un de tendance telle. Mais on sait, de par ses écrits, de par ses prises de position, qu'il est de l'extrême gauche. Je peux encore vous citer Christophe Barbier, l'homme à l'écharpe rouge. Ses positions sont connues. Moi, je me nourris de la politique et des médias français. Je passe 7 à 8 heures du temps scotché à regarder ce qui se fait dans cet espace médiatico-politique de la France. Et je m'en inspire beaucoup. Maintenant, si on revient ici au pays, il faut que cette tartufferie-là prenne fin d'une manière ou d'une autre. Moi, je fais le distinguo entre le journaliste qui est là pour présenter les faits, pour relayer les faits, ce que je ne suis pas et ce que je ne fais pas. Je fais le distinguo d'avec ce que j'ai fait et ce que je suis.
un éditorialiste qui a... Mais un éditorialiste, c'est aussi un journaliste. C'est un journaliste. C'est aussi un Il ne journaliste. faut pas dire que vous n'êtes pas journaliste. Non, non, non. J'aimerais faire une précision. Vous êtes un journaliste, mais qui a choisi pour genre journaliste? Voilà. Je suis dans la chronique politique, et dans la chronique politique, je suis un éditorialiste. Polémiste. Oui, polémiste. Je te dirai dans la prochaine émission pourquoi polémiste. Mais là, j'aimerais, pour ceux, comme tu as dit, qui pour la première fois nous suivent, mettre l'accent sur cette particularité. Pourquoi je le fais? Parce qu'il y a comme une espèce de, je dirais, de fraude, où on a des gens qui ne s'assument pas, qui sont des éditorialistes, qui sont, en fait, convaincus d'une opinion, qu'ils relaient, mais sans s'assumer. Et cette tartufferie, comme je le dis, que moi je dénonce un peu. Tu sais, ce matin, j'étais en train de regarder TF1, je crois, j'ai beaucoup pensé à toi, Patrick, quand j'ai suivi la revue des presses de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Ouais. Libé, qui est un journaliste proche du socialisme, a soutenu en disant que c'est un bel exemple, alors que de l'autre côté, j'ai vu un autre journal, le nom me reviendra, qui est proche de la droite, qui était contre. J'ai immédiatement pensé à toi. Alors, dans cette manière de partager la vision, de soutenir d'une certaine manière la vision de M. Tshisekedi, est-ce que vous pensez que le président de la République, le régime Tshisekedi, est encore dans la bonne voie? Parce que beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui, estimant que les espoirs qu'on avait placés sur M. Tshisekedi, notamment les espoirs de la rupture, des coupures avec les antivaleurs qu'incarnait M. Kabila, on a l'impression que l'actuel régime ne travaille pas suffisamment pour cette rupture-là. Vous pensez que Tshisekedi est encore en bonne voie et qu'il est toujours en adéquation avec les valeurs que vous défendez à l'heure actuelle? Il y a à dire et à redire sur les espoirs qui étaient placés en M. Félix et plus largement à l'UDPS. C'est vrai que sur certains aspects, on ne va pas se le cacher, les illusions sont un peu perdues, pour ne pas dire douchées. Mais je ne vois pas et je me refuse à voir tout en noir. Il y a pour ma part des choses encourageantes, des choses à encourager, et d'autre part des choses bien évidemment à dénoncer et qu'il faille continuer à dénoncer. Donc je ne suis pas, je ne dirais pas que les choses sont dans la ligne droite de ce que nous espérions qu'elles soient ou de ce qu'elles devraient être. Mais il faut raison garder qu'on ne perde pas à l'esprit que M. Félix a 2 ans de pouvoir, 2 ans de pouvoir de co-gestion, une co-gestion, je dirais, brutale, qui lui a été faite, imposée. Donc, cela, je pense, pour des gens de bonne foi, devrait tempérer et atténuer tant soit peu la rigueur dont fait montre certaines personnes. Mais cela n'exclut pas les fautes, les impairs qui sont du chef de monsieur le président de l'UDPS. Il ne faut pas que l'on mette tout dans le dos du FCC. Il y a des voix, il y a des décisions, il y a des choix propres à l'UDPS, propres à monsieur le président, qui n'ont pas été les bonnes. Lesquels, par exemple? Je commencerai par la constitution de son cabinet. Il a, je dirais, gratifié. Il a gratifié des personnes qui, visiblement, n'avaient rien à faire à la présidence. Les copains, les mutualistes. Si vous les appelez comme ça... La plupart des Quinois disent que ça ressemble à un club de jouisseurs, mais non. Les amis avec qui on traînait à Bruxelles, avec lesquels on travaillait à Bruxelles, on les amène. Je pense que 2 ans après, il est à la mi-mandat, il doit faire le tri. Il doit faire le tri. On en reviendra même au niveau de la communication qui entoure le chef de l'État. Je pense que la sélection a été faite soit à la va-vite, soit avec une certaine légèreté. Il y a aussi ce que l'on peut aujourd'hui qualifier de fiasco dans le casting des personnes devant représenter le parti UDPS au sein du gouvernement. Il y a très peu de ministres
qui sont sortis du lot. Ce n'est Par pas... des ministres UDPS. Je parle de ministre UDPS. C'est le choix qui revenait à monsieur le président. Ce n'est pas un choix qui lui a été imposé par le FCC. Mais on a pu constater certes, les limites de beaucoup de ministres issus de l'UDPS. On va maintenant aussi parler du train de vie des institutions, notamment de la présidence et de certaines institutions que le président, je dirais, a créées. C'est encore là une voix qu'a prise le président qui, moi, me heurte. Il faudrait, à la mi-mandat, qu'il, je dirais, qu'il fasse marche en arrière. Parce que on peut accepter qu'il y ait des dépassements, que le train de vie soit peu orthodoxe. Quand on parle de la présidence de la République, on voit notamment les dépassements budgétaires assez exagérés. Hein. Beaucoup ont critiqué ça. Hein. L'UDPS étant un parti à vocation sociale, à vocation de gauche, c'est, je dirais, c'est pas orthodoxe. Certains dépassements, je ne suis pas à l'aise avec les chiffres. Encore, il faudrait que ceux qui nous pondent les chiffres ne nous manipulent pas. C'est aussi là, je reviendrai, si vous me le permettez, la fourberie qu'il y a avec ceux qu'on présente comme les journalistes qui maquillent et manipulent les chiffres. Si ces chiffres sont vrais, alors il y a forcément un malaise, il y a des choses à corriger. Dans ce même élan, je dirais aussi que ce qui fait le pilier d'un état de droit prôné par l'UDPS, il a été un peu, je dirais, j'ai cherché un mot pas très fort, mais il a eu maille à partir. Parce que, on ne va pas se le cacher, on a ressenti comme ce que M. Kabila disait à une certaine époque, une justice à double vitesse. Voyez-vous, je ne dirais pas une justice pour les puissants et une justice pour les misérables, comme il en fut avec M. Kabila. Mais il y a eu une justice pour les proches et une justice pour ceux qui ne faisaient pas partie du sérail. Je ne dis pas, et là maintenant où je place le distinguo, ceux qui sont passés devant la justice, pour moi, ils ne sont pas exempts des chefs d'accusation qui ont pesé sur eux et qui ont conduit à leur incarcération. Mais nous constatons, hélas, tristement, que ceux qui sont proches du pouvoir actuel s'extirpent un peu miraculeusement ou trop facilement des mailles de la justice. Voici un peu, à mon avis, les quelques ratés qu'il faille à mi-mandat corriger. Mais mettons les choses sur une balance. Je sais que vous, là, vous parlez du verre à moitié plein et à moitié vide. Vous, comme quelqu'un qui soutient l'idéologie de Tshisekedi, vous allez certainement prendre la partie où le verre est plein. Mais si on mettait dans la balance, vous pensez que la balance plancherait plus sur les positifs ou sur les négatifs lorsqu'on fait le bilan des mandats de M. Tshisekedi à mi-mandat? Je ne soutiens pas l'idéologie de Tshisekedi, ça sera encore un long débat. Je vous expliquerai en long et en large qu'est-ce qu'un éditorialiste et quelle est ma position. Mais je préfère répondre à votre question. Si on met sur la balance, moi je veux vous dire, j'attendais le président sur 3 à 4 points, je dirais, vitaux. Le changement du social, sur ce point-là, c'est un échec. L'avancée en termes, je dirais, des réponses sécuritaires. Sur ce point-là, c'est aussi un échec. Les deux autres points qui, à mon avis, sont des points positifs et des points où j'attendais le président actuel, c'est, le premier point, c'était je ne sais pas si le verbe, je veux bien le conjuguer, aménuisir, je crois que c'est le verbe, mais diminuer l'influence, le pouvoir de M. Kabila. Et sur ça, vous pensez que c'est réussi?
sur ce point, force est de constater, même si certains en doutent, mais moi, au regard des événements politiques majeurs qui se sont passés, force est de constater que la mainmise de Kabila a considérablement diminué. La tentacule de la Kabylie s'est effritée. Maintenant, sur ce point-là, il faut maintenant que les réformes, les décisions, les voies qui seront prises soient différentes des choix, des voies, des décisions qu'on a tous décriées, qu'incarnait le système Kabila. Sur ce point-là, je pense que Monsieur le Président s'en est sorti valablement et vigoureusement bien. Patrick Eyalé, journaliste, éditorialiste et polémiste, c'est avec lui que nous faisons cette émission aujourd'hui. Patrick, allons vite vers l'actualité. L'actualité, c'est la dernière sortie, la dernière déclaration des évêques. Ils ont rencontré le président de la République pour lui faire part de leur déclaration. Après, ils l'ont rendu public. Les évêques s'inquiètent d'une certaine manière de la non-amélioration des conditions des Congolais. Les évêques craignent également un possible report des élections de 2023. Est-ce que vous pensez que les inquiétudes soulevées dans la déclaration des pères de l'Église sont fondées? Ou c'est plutôt, à votre point de vue, précipité? Vous dites quoi? Qu'ils ont été assez rigoureux avec M. Félix Antoine Tshisekedi alors qu'il a subi ce que vous appelez, vous, une cohabitation brutale avec M. Kabila. Comment jugez-vous la dernière sortie des évêques catholiques? Je serai encore, une fois de plus, je dirais, je vais analyser à charge et à décharge. Ok. Monsieur le procureur, là vous prenez l'étoffe du procureur. Bon, c'est aussi ça, ce à quoi les gens qui nous suivent nous attendent. Si on fait, je dirais, si on met le curseur, il va de soi que dans les temps, on est très en retard. On sait tous ce que nous coûtent les élections, près d'1 milliard. Mais 2 ans après, combien a-t-on mis de côté pour les élections? Jusque-là, 0 franc. Il faille mettre des animateurs, parce qu'il va sans dire que M. Rossard Malonda, qui a été porté là où il est de façon, je dirais, le plus flou que possible, ne sera pas le prochain président de la CENI. Il faut des animateurs. Alors que l'on sait qu'il faut se mettre d'accord sur comment maintenant choisir des nouveaux animateurs. Et quand on aura choisi les animateurs, il faut que ceux-ci pondent un calendrier qui va respecter les délais échus. Il faut les réformes pour que nous nous mettions d'accord sur le fait de savoir si on repasse à 2 tours ou non, si on va continuer avec les machines à voter ou pas. Il y a tant de questions pendantes qui n'ont pas encore été posées, mises sur la table. Donc, on est clairement en retard. Et ça, c'est du chef de Tshisekedi. Vous accusez qui? C'est bien de le constater, mais les responsabilités pour vous, qui doit les porter? J'ouvre une parenthèse sur ce que vous dites. Monsieur le Président ne peut pas échapper à cette responsabilité en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Si on a reproché cela à raison à M. Kabila, il ne faut pas qu'aujourd'hui, qu'on se dédouane, qu'on se rebiffe. Monsieur le Président doit imprimer un leadership en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Voyez-vous un peu ce qui se passe. On semble traîner les pas pour former le gouvernement. Parce que, n'oublions pas, que c'est le gouvernement qui va mobiliser les ressources. Donc, il va de soi que la responsabilité du leadership du président est remise en cause sur le retard. Il peut avoir des circonstances atténuantes, mais sa responsabilité est engagée. Autant qu'on l'a engagé dans la mandature passée, sous M. Kabila, autant on l'engage et on doit l'engager sous la mandature du président actuel. Donc, là, je reviens pour dire que les évêques ont raison de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en retard.
Nous ne devons pas, et je suis parmi ceux qui estiment qu'on ne peut pas se donner le luxe d'un glissement, que non. Ce pouvoir-ci, pas seulement ce pouvoir-ci, même les pouvoirs qui doivent venir, au nom des personnes qui ont versé de leur sang. Ici, je salue la mémoire de Rossi, je salue la mémoire de Deschadé. On ne peut pas, pour la mémoire de ces gens, reporter les élections de 2023 serait craché sur Rossi Boukeni. c'est craché sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour que la démocratie... L'élection, c'est le poumon de la démocratie. On ne peut pas parler d'une bonne démocratie sans la respiration normale qui soutient cette démocratie, qui sont les élections. Donc, je m'inscris en faux contre ceux qui, pour des raisons, je ne sais comment les qualifier, appellent, Monsieur le Président, à vouloir un glissement. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on fasse tout pour que nous arrivons dans les délais acquis, que le train soit mis à rail, pour que nous arrivons à respecter les délais constitutionnels. On ne peut pas concéder à M. Félix, quelles que soient les vicissitudes qu'il a connues à travers ces 2 ans-ci, on ne va pas et on ne peut pas lui concéder qu'il glisse allègrement. Il faut que M. le Président donne des gages, impulse la machine. Et sur ce point, les évêques ont raison. Maintenant, les évêques ont parlé aussi de la situation sociale des Congolais qui ne bougent pas. Bon, sur ce point... Les 2 points majeurs qu'on retrouve dans la déclaration, une absence des lignes, une absence de l'amélioration des conditions des Congolais. Je préfère qu'on reste encore sur les élections, car c'est ce point qui a le plus assopé. C'est ce point-ci qui a valu à la Senco une réplique foudroyante dont je me ferai le devoir de commenter aussi. Maintenant, là où je suis assez dubitative avec la sortie médiatique des évêques. Vous vous souviendrez que la dernière fois qu'on ait entendu les évêques se prononcer sur la politique, c'est quand ils sont allés de manière fourbe, de manière peu catholique, rendre visite à l'ancien chef de l'État et prétendre que c'était à l'initiative de Monsieur le Président pour tenter une autre opération de consultation qui allait réunir la Moukra, le camp Kabila et le camp présidentiel. Depuis là, l'Église s'est tue. Toutes les péripéties que le pays a connues à travers le divorce, d'ailleurs, souhaité, réclamé à corps écrit par l'Église catholique, on ne les a pas entendus. Niet, silence radio. Mais il a suffi que M. Fayulu change de discours. Il a un peu bifurqué. Voyez-vous, la dernière ligne de M. Fayulu, ce n'est plus la vérité des urnes, ce n'est plus les élections anticipées, c'est maintenant le respect des délais de 2023. Et voilà qu'on voit les évêques, vous me permettez l'expression, sortir du bois, emprunter le même discours que le candidat Martin Fayulu. Le rôle pour Fayulu, déjà? Quel candidat l'Église catholique avait, avant la CENI, proclamé comme vainqueur des élections? Non, il ne faut pas ici qu'on se le cache. La SENCO a déjà pris parti pour un camp politique. Et aujourd'hui, la SENCO continue dans sa prise d'opposition par rapport aux différents camps politiques. Ça veut dire quoi, Yale? Vous accusez la SENCO de jouer le jeu de Martin Fayulu. Je n'accuse pas. La SENCO vient en rescousse à Martin Fayulu. En appui au discours de Martin Fayulu. Je n'accuse pas. Je fais un constat. Si vous estimez que mon constat est erroné, donnez-moi les arguments, donnez-moi les contre-arguments. J'ai fait un constat. Et ce constat, je ne le fais pas aujourd'hui. Les prises d'opposition de la SENCO sont en étroite harmonie avec les prises d'opposition de la Mouka depuis qu'on a proclamé M. Félix président.
il y a une espèce de symbiose, il y a une espèce de mariage idéologique entre la bien-pensante, la Moka, et l'Église catholique. Si elle n'a pas tort de sonner la sonnette d'alarme, mais elle pêche quand même par précipitation aussi quelque part. Par précipitation. Et là où je suis encore fort étonné, c'est de lire dans le communiqué de la Senco, s'indigner de la façon, je veux choisir les mots adaptés à l'Église catholique, pour dire, ils ont fustigé le tenancier du pouvoir actuel d'avoir utilisé des méthodes peu catholiques pour rompre avec le FCC. Je profite ainsi pour dire, pour rappeler cette maxime, cette célèbre maxime. Voilà pourquoi il est dit à César ce qui est à César, à l'Église ce qui est à l'Église. À Dieu, ou bien, si vous préférez, ce qui est à Dieu. La politique n'est pas la morale. Ne confondons pas les choses. En politique, on n'est pas des enfants de cœur. Voilà l'ingratitude de Tshisekedi. Voilà. C'est cette même église qui vous a aidé aujourd'hui avec les scènes à faire partir Kabila. C'est cette même église qui a fait sortir les chrétiens dehors, qui a fait sortir les prêtres dehors. Et de cette mobilisation-là, Tshisekedi est arrivé au pouvoir. La même église refait la même chose qu'il a tenté de faire avec Kabila pour vous appeler à comprendre les choses. Voilà comment vous remerciez l'église. Voilà maintenant là où je vais en venir. Vous me permettrez de faire une démarche qui va de la fin de la réflexion que je devais avoir et remonter. Il y a en Afrique deux faits qui généralement empêchent les tenanciers du pouvoir d'organiser les élections. Le premier, le plus grand, c'est l'empêchement de celui qui est au pouvoir d'être candidat aux élections qui sera organisé. Vous remarquerez en Afrique, partout où celui qui est au pouvoir n'est pas en position de candidater de nouveau, il y a toujours des problèmes. C'est ce qu'on a connu en 2016. Il y a eu un retard à l'organisation des élections parce que celui qui était président était frappé d'inéligibilité. Voilà pourquoi il y a eu des tergiversations et on a glissé pendant 2 ans. Mais pour le cas d'espèce, celui qui est là bénéficie de la latitude de postuler encore. Mais pourquoi vous lui prêterez des intentions de ne pas vouloir des élections alors qu'il a le choix à travers la Constitution de briguer un second mandat? C'est prévoir, cher ami. Non. Quand vous regardez la manière dont les choses sont organisées, vous pouvez penser que nous aurons des élections. Les gens sont dans une sorte de distraction. Vous-même, vous l'avez relevé, non? Vous me coupez dans mon élan. J'étais en train de répondre sur le fait que le pouvoir actuel verse dans l'ingratitude. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied en vous mettant sur la table l'argument comme l'argument qui met à mal le procès qu'on veut intenter à ce régime ou à ce pouvoir de ne pas vouloir de l'organisation des élections. Premier argument, j'ai balayé. Deuxième argument. Généralement en Afrique, la première raison qui fait qu'on n'organise pas, c'est l'impossibilité de candidater. La deuxième, c'est le fait de craindre de perdre. Ce n'est pas généralement une question de moyens qui empêche les élections de se tenir. Non. Et l'Église catholique et les acteurs politiques le savent. Maintenant que vous avez compris que le président actuel n'a aucune raison d'empêcher l'organisation des élections, vous pouvez maintenant confirmer, vous pouvez abonder dans le même sens que l'Église pour faire ce procès. Qu'est-ce qui justifie ce qu'on peut appeler aujourd'hui
on peut qualifier d'acharnement. Parce que rien ne justifie alors de la part du pouvoir actuel un refus d'organiser les élections. Quelles élections? Le président actuel a la latitude de se présenter, non seulement de se présenter, je sais que vous me poserez la question, mais de remporter des rempilés. Avant que vous me posiez la question, je réponds. Pourquoi? Devant un FCC laminé, éclaté, déboussolé, où le guide a cessé d'être le guide, on peut aujourd'hui, quand je vois d'ailleurs les amis du FCC appeler à la tenue des élections avant 2023, je me pose la question, c'est pour revenir aux commandes? Si c'est pour revenir aux commandes, je me pose la question, avec quel candidat? Si ce n'est pas pour revenir aux commandes, ils espèrent alors que le président actuel va être battu aux élections et sera remplacé par un autre candidat. Bon, à supposons que ce soit Martin Fayoulou ou M. Moïse Katumbi qui succèdent au président actuel. Qu'est-ce qui rassure aux gens du FCC que ou M. Fayoulou ou M. Katumbi va arrêter l'opération de déboulonnement qui est en train de se faire et qui a pris de l'ascenseur? Ça, c'est pour le FCC. Alors, vous voyez que le discours des gens du FCC qui appellent aux élections en 2023, c'est juste pour rire. Parce qu'ils ne sont ni préparés, ils sont ni prêts et ils ne le seront pas. Maintenant, il restera dans le décor deux candidats majeurs qui pourront compliquer la réélection de M. Félix Martin Fayoulou et M. Moïse Katumbi. Je ne parle pas de Bemba parce que le cas de Bemba, je sais que c'est un peu encore juridiquement compliqué. Mais restons sur ces deux candidats. Là encore, si je suis dans l'équipe qui doit préparer la réélection de M. le Président, je n'aurai pas de crainte. Je n'aurai pas de crainte. Je prends l'exemple d'abord, je commence par M. Fayoulou. M. Fayoulou, c'est aujourd'hui, je dirais, calfeutré avec 2, 3, 4 politiciens. Mouzitou, Isanga Bonganga, Prince Pengue, et je ne sais pas encore qui d'autre. Vous pensez réellement que la configuration actuelle de M. Fayoulou, la dynamique est la même qu'en 2018, où il avait la machine de Moïse, de Bemba, de Boussa Nyamoussi et autres derrière lui? Vous pensez que seul avec Mouzito, avec Lissambonganga, avec Prince Pengue, il va encore, je dirais, voler comme un aigle, comme il s'est fait appeler? Permettez-moi d'en douter. Il a beau mésestimer le départ de M. Bemba et de M. Katumbi, mais je pense à mon humble avis que le réveil sera brutal sans Bemba et Katumbi. Il n'aura plus 62% de voix comme il a eu en 2018. Le réveil risque d'être brutal, avec comme à ce côté seul Lissanga Bonganga et Prince Pengue. Il sera difficile pour lui s'il peut engager des voix à l'ouest, mais il sera difficile de refaire la conquête de l'est. Le centre, n'en parlons pas. Monsieur Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi est aujourd'hui le candidat qui, à mon avis, peut faire perdre un peu le sommeil au président actuel. Parce que M. Katumbi a une machine derrière lui. Il a un lobby non négligeable. Mais vous remarquerez aussi que M. Katumbi a une faiblesse. Laquelle? Je ne parlerai pas des autres faiblesses, mais je parlerai d'une faiblesse. M. Katumbi avait initié une espèce de randonnée. Quelle randonnée? C'est limité là où elle s'est limitée. Il appelait ça Safari, je crois. Safari. Vous n'avez jamais vu M. Katumbi au Bandundu, au Bas-Congo. On lui en a empêché. Hein? Depuis qu'il... Si, on lui en a empêché. On a dit que pour des raisons... c'est ce que Katumbi a dit. Hein? On a dit que c'est pour des raisons de sécurité. On ne pouvait pas à ce moment-là assurer sa sécurité partout. C'est comme ça qu'on a...
en ce moment-là, depuis l'eau coulé sous le pont, les choses ont bien changé. Il me semble-t-il, il est même venu ici à Kinshasa à 2 reprises, si je ne me trompe. Donc voilà. Monsieur Katumbi, qui s'était fait entourer, parce que l'élection, contrairement à ce que pense monsieur Fayoulou, c'est aussi savoir s'entourer des leaders qui sont forts dans leur province. Et c'est une stratégie que monsieur Kabila avait en son temps bien pensée et bien mise en place. Mais depuis un moment, on sent que les leaders qui avaient entouré M. Katumbi pour élargir sa tentacule ont pris de la distance ou prennent de la distance. Ça va constituer une faiblesse pour M. Katumbi. Ce n'est pas la seule faiblesse. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Voyez-vous maintenant... Donc, au regard de ces 2 éléments, c'est un boulevard qui s'ouvre à M. Tshisekedi. Je ne dirais il ne peut pas avoir peur d'organiser les élections, il les gagnera. Je ne dirais pas c'est un boulevard. Mais les bilans prêchent en sa défaveur. Exactement. Et ça, vous ne dites pas. Exactement, merci. Les bilans de M. Tshisekedi ne prêchent pas en sa faveur. Merci de me relancer sur ce point-là. Le bilan de M. Félix, au jour d'aujourd'hui, est peu flatteur, peu élogieux. Et comme vous le dites... Et vous pensez qu'en 2 ans avant les élections, il fera un miracle pour mettre en mal les 2 candidats que vous venez de citer? Il n'y aura pas de miracle qui va s'opérer. Il y aura quelques changements, parfois notables, parfois qui ne seraient même pas visibles. Mais à mon avis, l'élection ne se jouera pas qu'autour du bilan. Non. L'élection a un caractère au Congo et en Afrique qui dépasse parfois le bilan. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. L'élection a un caractère sociologique. Je ne veux pas ici aborder d'autres aspects qui font gagner ou perdre l'élection à un président en fonction. Ceux-là qui pensent qu'à cause du bilan qui est ou qui serait catastrophique, M. Félix va perdre les élections, font un calcul biaisé. L'élection en Afrique, et je pense au Congo particulièrement, ne se joue pas qu'autour du bilan. Il y a beaucoup d'autres aspects qui entrent en scène pour que quand le candidat est devant l'urne, choisisse tel ou tel autre candidat. Lesquels? Vous avez évoqué notamment les leaders, parlant des Katumbi qui sont partis, parlant des gens de Fayoulou qui sont partis. Félix non plus n'a pas de leaders autour de lui. Hein. L'Est qui était contrôlé par Vital Kamerhe, aujourd'hui il est en prison. Vous êtes, je suis surpris, vous êtes généralement bon pied, bon oeil, mais sur ce coup-ci, j'ai l'impression que quelque chose vous a échappé. Regardez la reconfiguration qui est en train de se passer actuellement. Et il y a eu en termes footballistiques, un mercato qui s'opère et qui continue à s'opérer. Attendez. Applaudissez les anciens FC, c'est quoi? Voilà. Sur ce point, vous faites bien. Les bourreaux, les diables d'hier deviennent des saints aujourd'hui. Avec eux, vous allez gagner les élections. C'est ce que ça veut dire. Hein? Maintenant que vous avez vu que j'ai la réponse à la première question que vous avez posée, pensant qu'il n'y avait pas de réponse à cela, vous enfourchez pour dire les bourreaux d'hier. Je veux répondre à cette question. Il faudra à un moment qu'on nous explique qui est bourreau et qui ne l'est pas. Si vous estimez que ceux qui étaient au FCC hier, qui ont traversé à peine, sont bourreaux et doivent être bannis ad vitam aeternam, mais vous me direz alors sur base de quel indicateur on absout ceux qui ont travaillé pendant 10, 12 ans, 14 ans avec Kabila et qui ont pour certains causé plus de dégâts économiques que certains dissidents du FCC. Comment vous faites, comment vous mesurez cela? Comment vous jugez le caractère de nuisance des uns et des autres?
il faut avoir quitté Kabila il y a 2 ans. Vous vous rappellerez quand le groupe Katumbi a quitté Kabila. On les avait accueillis à ce qui s'appelait à l'époque Rassop, sans transition, sans procès. Ils venaient fraîchement de quitter Kabila. Ils avaient participé aux 2 faux pénaltys de manière active. Je ne veux pas citer les noms. Mais ils ont participé activement aux 2 faux pénaltys. Et beaucoup d'entre eux se sont enrichis illicitement de manière outrageuse et outrancière. Mais sans transition, ils sont venus au Rassop et ils ont même pris les devants du Rassop. Ils conduisaient même des négociations. Mais aujourd'hui, les mêmes qui ont été reçus, béatifiés, les mêmes aujourd'hui, ils sont là devant la porte pour dire non, pas lui. Non, lui il peut. En fonction de quoi? Si on met sur la table les noms, en termes de nuisance, vous pensez que si je mets ce nom-là qui me vient à la tête, il est plus nuisible que les personnes qui sont tirées aujourd'hui à boulet rouge? Non. Les politiciens de tout bord ont fait du mal à ce pays. Je ne suis pas ici pour faire l'avocat du diable. Mais à un moment, il faut, comme je le dis, qu'on cesse avec l'hypocrisie. La politique, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'église. La politique, ce n'est pas l'église. Le président actuel avait besoin d'une majorité. Mais cette majorité, elle ne pouvait que la faire avec les dissidents du FCC. On peut aujourd'hui les accuser de tout. On peut aujourd'hui les remettre en cause. Mais ce sont ces gens qui ont aidé le président actuel de se défaire de Kabila. Nous étions des gens, ils n'auraient pas pu se défaire de Kabila. C'est une évidence, c'est un fait. Parce que ces gens étaient majoritaires. Donc, il est d'une façon ou d'une autre obligé de composer avec ces gens. Venir avec un discours du genre, c'est les mêmes. Mais vous voudrez que ça soit qui? Parce que c'est ces gens issus des élections, bien que controversés, qui sont là. Ce discours facile, populiste, c'est les mêmes. Mais vous voudriez que ça soit qui? Moi, je considère cette mandature comme une transition. Je sais qu'au regard de ce qui a été fait, mal fait, je dirais, en 2018 avec les élections, on ne peut que se continuer les acteurs politiques que l'on a aujourd'hui, en espérant que demain sera différent. Patrick Diallo, mais signale alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. Je me rends même pas compte qu'on est déjà à la 50e, à la 40, presque 50e minute. Oh je ne me suis pas rendu compte alors que j'avais annoncé plusieurs thèmes. Je voudrais que tu dises quand même un mot par rapport aux élections au Sénat. L'étiquette est clairement établie. Il y a des candidatures qui soulèvent un peu de polémique au niveau de l'opinion, notamment celle de Carole Aguito, dont on dit qu'elle a détruit la SONAS, qu'elle serait une péperdenne jusqu'à la moelle épinière. Comment jugez-vous le ticket présenté en ce moment ici au niveau de la Chambre haute du Parlement pour occuper le bureau définitif? Pour parler de ce ticket, pour parler principalement de la candidature qui fâche, la candidature de Madame Carole Aguito, cette candidature ne m'emballe pas. Mais je suis quelqu'un de pragmatique. D'abord, il faut que ceux qui nous suivent sachent. Ce Sénat est à majorité composé de gens du FCC. L'UDPS n'a même pas un sénateur. Les gens doivent le savoir. Si. Qui? François Mamba. Il a été élu sur la liste UDPS. Non, François Mamba. Évidemment, il est parti, il a laissé son suppléant. Moi, François Mamba n'est pas de l'UDPS. Il est de l'ADR, si je ne me trompe. L'UDPS doit avoir un seul sénateur. Non, on a fait le procès aux provinciaux pour n'avoir pas pu, alors qu'ils étaient au nombre de 11 ou de 12, élire. On parle des provinciaux à Kinshasa.
des provinciaux de Kinshasa où l'UDPS a 12 députés provinciaux, mais qui n'a pas pu n'a faire... pas pu. Au Kasaï, le député qui a été élu, c'est François Mwamba. Mais François Mwamba n'est pas de l'UDPS. Allons-y, Bon, vous voulez dire. Donc, il y a eu, je dirais, redistribution, il y a eu distribution des responsabilités. La FDC ayant pris la présidence, l'UDPS, je dirais même pas l'UDPS, Cash ayant pris la première vice-présidence, la deuxième vice-présidence, là, il y a encore un couac entre Ensemble et MLC, mais il fallait que le FCC, qui est majoritaire, ait aussi un strapotin. Il se fait qu'on a choisi Carola Guito. Ça aurait été une autre personne, ici du FCC. On aurait peut-être eu encore le même sentiment. Parce que rien ne nous dit que les autres candidatures ou les autres personnes qui n'ont pas postulé sont, je dirais, plus potables que la candidature de Mme Aguito. Cette candidature revient à la dissidence du FCC. Si la dissidence du FCC, dans leur, je dirais, réunion, n'ont pas trouvé mieux que la candidature de celle qui a fait beaucoup de mal à la SONAS. Donc on doit se résigner. Il faut accepter ça comme ça. Pour moi, je me dis au stade actuel, ça ne sert à rien de faire dans les états d'âme. Ça ne sert à rien à faire dans les états d'âme. Parce qu'il y a une espèce de, je dirais, d'équilibre qu'il fallait respecter en termes de poids politique et en termes de géopolitique. Mais cette candidature, je dis encore une fois de plus, ça ne m'emballe pas. Et je sais que ce n'est pas la dernière personne à prendre les responsabilités qui va heurter l'opinion. Je suis sûr. Avec le gouvernement, il y en aura encore pire. Hein. Il y en aura encore, malheureusement. Quand on sait que les Lambert Mende se battent encore pour revenir. On va terminer complètement cette émission. Patrick y allait. Avec un mot sur le Premier ministre, il a fini ses consultations. Beaucoup ont dit que c'est du théâtre, tout ça. Hein? Le président consulte, l'informateur consulte, le Premier ministre consulte. Est-ce qu'il fallait faire tous ces tralala pour former le gouvernement dont on ne sait même pas quand est-ce qu'il sortira? Le qualificatif est bien trouvé. Tralala. Je me suis posé la même question. Qu'ils reçoivent les groupes... comment on les appelle, les groupes politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée et qui vont composer le gouvernement, je comprends. Mais de là à recevoir Monsieur Tout-le-Monde, je me pose des questions. Ça rime à quoi? C'est pour quelle finalité? J'estime. Recevoir les desiderata des uns et des autres, peut-être dans la construction de son plan gouvernemental, peut-être de son projet des gouvernements, des gouvernances. Et sont les Congolais, on ne peut pas les exclure. Hein. Non, c'est un travail qui a été déjà fait en amont avec le président. Et j'estime que le programme qui sera mis en place, c'est un programme qui sera une symbiose de la vision du président de la République et des idées fortes du Premier ministre. Si on me dit que ces idées proviendront des personnes qu'il a eu à écouter, bon, concédons cela. Mais pour moi, je pense et j'estime que c'est une perte de temps. Et le temps, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Patrick Yalé, merci d'être venu nous voir. C'est à moi de vous remercier, même si j'ai eu l'impression que je n'ai pas suffisamment... Moi-même, je me demande, je n'arrive pas à croire à mes yeux, comme on dit, on est à plus de 50 minutes. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité... Mais permettez-moi, j'avais dit que j'aimerais dénoncer la réplique de l'équipe de communication de la présidence de la République. Ouais. Inapproprié, mal à propos, désinvolte inutilement. Alors, inutilement. Comme il n'y a pas assez de temps, je ne saurais en dire plus. Vous trouvez que cette réaction-là, de ce qu'on dit être des services de communication de la présence, ne devait pas avoir lieu?
Absolument pas. Absolument pas. Quand vous connaissez les joueurs et leurs jeux, quand je parle des joueurs et leurs jeux, je parle de la Senco, pourquoi tomber dans leur piège? Pourquoi leur donner de la matière? C'est du pain béni. C'est du pain béni qu'on a donné à la Senco. Vous allez maintenant vous apercevoir qu'ils vont encore taper de plus belle. J'aurais été conseiller, j'aurais été souffleur quelque part à la présidence. J'allais dire... Laissez passer. Laissez passer. Et M. Siri Bandeko, merci Nabil Ondebo Talayango, merci à l'équipe technique qui nous a permis d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve lors des prochains numéros. Bonsoir chez vous.